Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est un grand reporter passionné d'aventure, Michel Izard. J'ai toujours eu envie d'écrire. Et d'ailleurs, quand je reviens chez moi, chez mes parents, chez ma mère, j'ai toujours ma chambre où je vais dormir. Ma mère a conservé ma chambre. J'ai toujours mon placard, ma petite bibliothèque. Et dans le bas, il y a en vrac des tonnes de cahiers, de carnets, de chemises dans lesquelles il y a des feuilles volantes. Depuis que je suis, je pense, adolescent, j'écris. Michel Izard, c'est une voix que les téléspectateurs du JT de TF1 connaissent bien. Et même très bien. Depuis plus de 20 ans, ce grand reporter passé par tous les services de la rédaction nous fait partager sa passion pour l'aventure, l'histoire et la culture. Et souvent tout ça à la fois, lorsqu'il embarque son fidèle caméraman Bertrand Lachat à l'autre bout du monde pour ramener des images jamais vues. En 2019, les deux amis profitaient d'une expédition scientifique pour nous faire découvrir l'île aux cochons, au sud-ouest de l'océan Indien. Inexplorée depuis près de 40 ans, elle abrite une colonie de manchots dont la population s'est radicalement effondrée ces dernières années. De ce voyage, Michel est revenu avec des souvenirs plein la tête et l'envie de raconter le destin incroyable de ceux qui l'avaient précédé sur cette terre sauvage qui appartient à la France et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le livre s'intitule « Le mystère de l'île aux cochons ». Il est publié aux éditions Paulsen et mon cher collègue m'en a raconté les coulisses d'écriture avec l'enthousiasme et la gourmandise dont il ne se départit jamais. Bonjour Michel Izard. Bonjour Jérôme Vermelin. Ça va bien ? Écoute, oui, ça va très bien. C'est un bel automne et ça me rappelle d'ailleurs, il y a 2-3 ans, j'étais parti à ce même moment de l'année vers les terres australes sur le Marion Dufresne. On avait embarqué au même moment, là, on partait là. Et donc, le fait d'en reparler avec toi, ça m'y propulse un petit peu. Ah, mais je suis sûr que tu en rêves encore la nuit, non ? Même le jour, non ? Disons que oui, c'est quelque chose qui est marquant parce qu'il y a ce voyage. On prend le bateau à La Réunion, on s'embarque pour 6 jours de mer. Et moi, je faisais ce premier voyage vers les terres australes. En plus, il y a ce nom, les terres australes et antarctiques françaises. Donc, c'est une petite région de France perdue dans l'océan austral. Et donc, il y a ce nom, ce bateau, le Marion Dufresne, et il fait le ravitaillement des îles subantarctiques françaises, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, l'île d'Amsterdam. Mais l'année où nous l'avons pris, où je l'ai pris, l'année où je suis monté sur ce bateau, il allait faire un petit détour par rapport à sa route habituelle, pour aller d'abord vers la première île qui est au nord de l'archipel Crozet, une île totalement inhabitée, qui est une réserve biologique intégrale, où personne n'avait mis les pieds depuis 40 ans, et qui s'appelle l'île aux cochons. Alors Michel, c'est quand même bien tombé que tu ailles là-bas cette année-là, Oui. Parce que ça fait quasiment 40 ans que personne n'y était allé. Oui. C'est pas arrivé par hasard. Tu devais un petit peu guetter, espionner. Tu devais t'intéresser à cette île avant, quand même, non ? Mais, à vrai dire... c'est une coïncidence, comme ça arrive dans notre métier souvent. Non, mais c'est une coïncidence, une grande chance, une opportunité, et puis que j'ai voulu saisir, parce que, en fait, cette île, personne n'y était allé depuis 37 ans, exactement. Parce qu'elle a été classée réserve naturelle intégrale, et on avait décidé de laisser cet endroit, qui est vraiment perdu, isolé, loin de tout, en dehors de tout radar humain. Et il avait une réputation, cet endroit. Cette île aux cochons, elle est mythique pour les ornithologues qui s'intéressent aux terres australes et aux îles subantarctiques, parce qu'elle abritait la plus grande colonie au monde de manchots royaux. Il faut imaginer que sur un petit périmètre de cette île, sur 20 hectares, il y avait 500 000 couples de manchots royaux, donc 1 million, plus le poussin, ça fait 1,5 million, plus à côté tous les jeunes qui sont pas encore en couple, qui sont présents aussi, ça fait pratiquement 2 millions de manchots sur une île comme ça. Et c'était mythique. Et puis,
elle était laissée en dehors de tout radar, on s'y intéressait pas, on voulait la laisser dans sa naturalité absolue. Et puis des images aériennes prises un peu par hasard en 2016, fin 2016, ont montré que cette colonie, qu'on avait laissée librement évoluer, avait chuté de plus de 80% en l'espace d'une trentaine d'années, sans qu'on comprenne pourquoi. Et c'était au moment où l'UNESCO était en train d'étudier le classement de la réserve naturelle des terres australes françaises, dont fait partie l'archipel Crozet et cette île aux cochons, pour un classement au patrimoine mondial de l'humanité. Et apprenant ça, l'UNESCO, l'Union internationale pour la préservation de la nature, pour la conservation de la nature, a demandé à la France d'apporter une explication. Mais pourquoi cette colonie a-t-elle baissé ? Donc une mission s'est montée pour aller voir ce qui se passe. Et il se trouve que cette mission avait lieu l'année où moi, avec Bertrand Lachat, nous étions sur le Marion Dufresne pour faire le reportage sur les terres australes. Alors j'ai milité, j'ai dit mais il faut absolument qu'on vienne, qu'on témoigne de ce que vous allez faire. Le conseil scientifique s'est interrogé. C'était facile de les convaincre ? Au début, ça n'a pas été facile. Il y avait des réticences parce que ils se demandaient comment des journalistes allaient pouvoir s'adapter, comment ils allaient pouvoir travailler. Ils ne connaissaient pas. Et puis finalement, ils ont accepté. On a eu la grande chance qu'ils acceptent. Et donc un jour, après 5 jours de voyage, 2500 kilomètres de mer, on arrive un matin devant l'île aux cochons et on l'a vu. C'est presque une image de légende, l'image qu'on rêve quand on est de loin. Elle est dans la brume et puis tout d'un coup, elle apparaît progressivement. Il y a des nuées d'oiseaux qui entourent le bateau et puis elle apparaît là. Et on nous débarque par hélicoptère parce que c'est un endroit très dangereux. C'est un endroit qui est aussi hanté par des histoires de naufrage. C'est ce que tu racontes dans le livre, chez Paulsen. C'est ce qui apporte vraiment un plus par rapport au reportage. C'est que tu t'es fait un peu historien pour le livre et que tu racontes quelque chose qui ressemble au roman ou au film d'aventure. C'est-à-dire qu'il y a des explorateurs, des navigateurs qui sont allés là-bas et certains n'ont pas pu grimper sur l'île. Ah oui, non. Certains ont même risqué leur vie. Oui. C'est une île très, très difficile d'accès. C'est pour ça que nous, on y est allés. On a été déposés par hélicoptère. Le capitaine du bateau nous avait dit, j'ai un plan B. Si l'hélicoptère peut pas venir vous rechercher, au cas où il y a un mauvais temps, parce qu'il y a très mauvais temps par cet endroit, mais j'espère ne pas en arriver à cette extrémité, de nous envoyer une barque, parce que, justement, il y a eu... beaucoup d'histoires de naufrages, de bateaux en perdition dans ces parages-là. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai débarqué, quand on a posé, c'est vraiment comme si, je ne vais pas dire comme si on débarquait sur la Lune, mais quand même, il y a un sentiment très fort qu'on apporte avec soi. Je pense qu'on apporte dans les voyages aussi, dans les lieux, ce qu'on trouve dans les lieux où l'on va, c'est souvent des choses qu'on apporte soi-même et qu'on découvre de soi-même sur place. Mais en posant le pied sur cet endroit qui n'avait pas été foulé depuis 40 ans et en observant ce paysage, cet environnement, pas d'arbres, que des petites plantes très basses, les manchots, les albatros, les pétrels, les éléphants de mer au loin, tout un brouhaha. Je me suis dit, mais qu'ont pu ressentir les gens qui, avant de savoir quoi que ce soit, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ont été débarqués sur cette île. À l'époque, c'était des chasseurs de phoques. Et qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir ? Parce que moi, je savais que 5 ou 6 jours après, le bateau, l'hélicoptère allait venir nous rechercher, qu'on ne nous laisserait pas là. Mais il y a des gens qui ont passé des semaines, des mois, certains même plus d'une année, sur cette île sans savoir s'ils pourraient jamais en repartir. Et moi, je fais des voyages, j'ai la chance de faire des voyages par mon métier de reporter. Et là, j'avais envie d'écrire un livre parce que, moi, je considère que mon histoire personnelle, même si elle est très forte, très intense, de mon reportage sur l'île, ne suffit pas à faire un livre. C'est bien pour moi, c'est bien pour le reportage, mais pour le livre, il fallait une dimension historique, il fallait aller au-delà, quoi, parce que tout seul, bon, c'est juste une expérience, je pourrais me gargariser d'avoir fait ça,
Mais après, j'ai fait un autre voyage qui a été de rechercher toutes ces histoires des marins, des chasseurs de phoques, des naufragés qui avaient pu aborder et qui avaient pu passer du temps sur cette même île aux cochons où je suis resté 6 jours complètement fasciné par cette nature sauvage qui vous saute à la gueule quand on est là-bas. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ta manière d'écrire, Michel, c'est que parmi les grands reporters de TF1, d'ailleurs, pour ceux qui vont écouter l'entretien, il faut savoir qu'on est chez toi ici. Hein, on est à TF1, c'est ta maison depuis 1989, c'est ça ? Ouais, mon premier séjour, ça a été en 1989. 89. Ouais. Et tu as une écriture, une voix et une écriture qu'on reconnaît quand on voit un de tes reportages. Et j'allais dire, tu as une manière d'écrire ta voix très littéraire. Il y en a plus beaucoup des comme toi. Cette manière d'écrire, que ce soit pour ta voix dans les reportages ou dans le livre, elle vient d'où ? Tu l'as formée comment ? Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et d'ailleurs, quand je reviens chez moi, je dis toujours chez moi alors que c'est chez ma mère, chez mes parents. Chez ma mère, j'ai toujours ma chambre où je vais dormir. Ma mère a conservé ma chambre. Et j'ai toujours mon placard, ma petite bibliothèque. Et dans le bas, il y a en vrac des tonnes de cahiers, de carnets, de chemises dans lesquelles il y a des feuilles volantes. Où depuis que je suis, je pense, adolescent, j'écris. Ouais. Et moi, en fait... l'écriture, ça m'a toujours... j'ai toujours écrit plutôt des poésies, quoi. Mais pas de romans, mais des poésies. Et puis, je rêvais d'écrire un livre. Mais j'ai fait 30 ans à la télé, 30 ans de reportage, et je me suis rendu compte que pour écrire un livre, quand même, il fallait avoir un sujet, un beau sujet. Mon premier beau sujet, je l'avais trouvé... quand je suis allé en Terre Adélie, où j'ai fait un parallèle là aussi entre mon voyage, la découverte de l'Antarctique qui était quelque chose de fabuleux pour moi, mais dans le sillage de Jules Dumont-d'Urville qui a découvert la Terre Adélie en 1840, et j'avais mené ce récit et j'avais adoré mener ce récit de mon voyage au même endroit, au même moment de l'année, sur exactement la même latitude, au même endroit. On est dans les pas de Dumont d'Urville. On voit à peu près ce qu'il a vu, parce que les paysages sont à la fois immuables et permanents en Antarctique pour l'instant. Le réchauffement arrive, mais disons pour l'instant ça reste stable. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'il voyait Dumont d'Urville. Et me retrouvant dans ses pas, j'ai eu envie de raconter cette histoire. Et là, j'avais un sujet avec... Dumont d'Urville et la Terre Adélie, Adélie mon amour. Moi j'ai écrit ce livre et puis ça m'a titillé, ça m'a plu de l'écrire, hein, vraiment. Je trouve que justement dans la partie qui me concerne, où je raconte ce que moi j'ai vécu, il faut trouver les moyens de le raconter. Ça rejoint le reportage, mais en écrivant c'est un peu plus intime. Mais par contre, parmi les parties historiques, comme c'est un livre, c'est une histoire un peu romancée que je fais. C'est là ce que j'ai découvert, c'est que l'écriture invente le récit. On se met devant sa feuille, à un moment donné, on sait à peu près quelle histoire on va raconter, ce qu'il faut raconter. Mais il y a des choses qui surgissent, qui vont au-delà. Et j'ai trouvé ça, la première fois avec Adélie, mon amour, vraiment, ça m'a transporté de le faire, quoi. Et je me disais, mais j'espère que je vais trouver un autre sujet. Et sur l'île aux cochons, j'étais pas sûr. Parce qu'au départ, j'étais tout seul sur l'île aux cochons. Et pour moi, ça suffisait pas. Puis j'ai gratté un peu. Puis j'ai vu qu'il y avait plein d'histoires. Mais plein. C'était pas comme la Terre Adélie, pas comme Jules Dumont d'Urville avec un seul personnage, une seule histoire très forte qui me guidait. Mais là, c'est au contraire une myriade, une volute de plusieurs histoires que je suis allé chercher dans les archives, dans des livres, dans les bibliothèques, pour écrire, non pas réécrire, parce qu'elle n'avait jamais été écrite, l'histoire de cette île. Il y a une musique dans tes mots, Michel. C'est peut-être quelque chose qu'on peut expliquer de l'extérieur. Toi, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais quand tu racontes une histoire, on est captivé. T'as une manière
Tu as une manière de parler, tu as ton accent, tu as un rythme qui n'est pas tout à fait celui de la plupart des jeunes reporters en télé aujourd'hui. Faut le dire, non? Disons que j'observe ça. Peut-être qu'il y a une uniformisation, mais je me souviens que quand j'ai commencé à la télé, mon accent ne plaisait pas. Michel Cotta, qui était la directrice de l'information à l'époque, m'avait dit bon, il faudra que vous perdiez votre accent. Moi aussi, je viens de Nice et je l'ai perdu, tout ça. Et puis, finalement, la possibilité que j'ai eue, la rencontre que j'ai eue avec Jean-Pierre Pernaut et le journal de 13 heures m'a fait que après, c'était plus un problème d'avoir un accent. Au contraire. Mais au contraire, même, c'était. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que peu à peu, tout le monde m'a encouragé, en fait. Ici, même à TF1, ça peut paraître étonnant. Hein. De l'extérieur, ça va paraître étonnant que ici à TF1, dont on imagine peut-être qu'on normalise les choses et tout, on m'a au contraire encouragé à aller vers ce type d'écriture. Dans le 13h, bien sûr, Pernaut l'a fait beaucoup, mais aussi après le journal de 20h, Claire Chazal, qui au début, avec mon accent, elle trouvait ça un peu... ça lui plaisait que très moyennement, mais finalement, ensuite, ça s'est imposé, et puis il y a l'accent, je crois, un petit peu, je crois que je le perds quand même pas mal, mais il y a l'intonation, quoi, il y a le phrasé, et c'est vrai que je travaille ça, mais c'est en même temps, c'est à la fois ma personnalité, mais je le travaille. Et l'écriture, je trouvais, c'est ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que c'est du travail. Il faut chercher les mots, même pour un reportage pour le journal de 13 heures ou pour le journal de 20 heures. Il faut chercher les mots, il ne faut pas baisser la garde sur le vocabulaire. Hein. Je crois que c'est Orwell qui disait l'appauvrissement du vocabulaire, c'est le début du chaos moral. L'appauvrissement du vocabulaire, c'est le commencement du chaos moral, parce qu'on ne sait plus dire, tous les mots se valent, toutes les notions se valent, et même nous, au journal, on doit quand même chercher ça, même si on peut parfois nous inviter à faire plus simple. Mais je suis très heureux, par exemple, là, je vais refaire un sujet sur la grotte Chauvet, parce que j'avais eu la chance d'aller dans la grotte Chauvet, on met dedans que l'ours n'est pas... parce qu'on rencontre des cadavres, des squelettes d'ours dans cette grotte Chauvet, et l'ours passait, il rasait les murs, parce qu'il entrait dans les grottes pour hiberner, et l'ours n'est pas nyctalope. Donc moi, je trouve ça génial. Dans le sujet, le journal de 13 heures, on va dire que l'ours, plutôt de dire qu'il ne voit pas la nuit, on va dire qu'il est... Il y a des gens qui, devant leur JT, vont aller prendre le dictionnaire ou regarder dans Google. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, là, Michel Izard? Et là, je viens de faire aujourd'hui un sujet sur Raymond DeVos, qui aurait 100 ans aujourd'hui. Et Raymond DeVos, son livre préféré, son livre de chevet, son livre de travail, c'était le dictionnaire. C'est vrai, ouais. Et le dictionnaire, les mots, je pense que c'est important. Il faut aller chercher les mots. Et parfois, c'est les mots qui viennent nous cueillir. Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Ça, c'est René Char. Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. À un moment, nous serons l'équipage de cette flotte composée d'unités rétives et, le temps d'un grain, leur amiral. Puis, le large les reprendra, nous laissant à nos torrents limoneux et nos barbelés givrés. Alors moi, ça me guide, ce truc de René Char, parce que les mots qui vont surgir, parfois on cherche les mots et parfois, paf, les mots viennent nous cueillir et j'aime les mots. Enfin, je pense que tu aimes les mots. Enfin, ça se sent dans ce que tu dis, dans ce que tu lis. Les mots sans les mots, je ne sais pas ce que nous serions. Est-ce que nous serions vraiment les sapiens que nous sommes? C'est ce qui nous différencie d'eux. Oui. Après, on n'est pas si différents que ça. Hein. Non, après, oui, voilà. À plein niveau, on est quand même très, 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 très proche d'eux. Michel, tu as parlé de ta chambre d'enfant, d'adolescent. Oui. Tes parents, ils faisaient quoi? Ma mère était institutrice, cours préparatoire, donc elle apprenait à lire et à écrire, quoi. Et mon père, il travaillait, il y avait une usine IBM à Montpellier à l'époque, il travaillait sur les gros ordinateurs à l'époque. Maintenant, on a nos petits ordinateurs dans nos téléphones portables. Oui. On a
10 000 fois plus de choses que dans les grands ordinateurs sur lesquels mon père allait changer les diodes pour les mettre au point sur des hectares à l'usine de Montpellier. Et tu as toujours voulu faire ce métier ? Non, pas du tout. Je savais pas. C'est en faisant le service militaire que j'avais vu. J'ai eu la chance de faire. J'étais un peu pistonné. J'ai fait le service militaire au service cinéma des armées au Fort d'Ivry. Et là, j'étais tombé sur une brochure du centre de formation des journalistes. Je me suis dit, ça a l'air sympa. Et donc, j'avais 24 ans. Et je me suis dit, je vais passer le concours. J'ai loupé une fois. Et l'année d'après, je l'ai réussi. Et ça a changé ma vie, quoi. Et tu es arrivé à TF1 très vite, en fait ? J'ai fait mon stage de sortie d'école en juillet 89. Ouais. J'ai flotté, j'étais pigiste, comme on dit. Je cherchais du boulot. Puis après, il y a eu la première guerre du Golfe, 1991. Il y a eu beaucoup d'événements fin des années 80 et début des années 90. Et des événements où la télévision a pris une ampleur qu'elle avait une ampleur supplémentaire encore. Et donc là, ils avaient besoin de gens. Je suis entré, puis petit à petit, journal de 23h. Il y avait le journal de 23h. Il y avait Narcy, Jean-Claude Narcy au 23h. C'est vrai, ça, il faudrait le faire revenir, Michel. Oui, et puis... Alors, tu veux pas présenter le journal de 23h, moi, je veux bien, parce que le journal de 23h, ce qui était très chouette et très sympa à l'époque, c'est qu'il était très culturel. Ah, oui. Il y avait le théâtre, je me souviens, j'ai fait la rentrée, je sais plus quelle année, 91, 92, la rentrée théâtrale, la rentrée littéraire, la musique, le jazz. C'était dans les journaux de TF1. Maintenant, il faut prendre la longue vue. C'est comme les navigateurs qui cherchaient les terres nouvelles pour voir de la culture. Le mystère de l'île aux cochons. C'est le mystère, oui. Ouais. Elle est un petit peu loin. Qu'est-ce qui te plaît toujours autant dans ce métier aujourd'hui, après toutes ces années? En fait, moi je me rends compte, c'est une tarte à la... Enfin, presque, c'est une évidence, une tarte à la crème de le dire, mais les reportages qu'on fait... Pour moi, c'est comme, tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien raconter des histoires. Donc c'est des histoires à raconter. Il faut trouver un moyen de faire passer l'information. Je pense que quand même, je suis journaliste et la principale chose, c'est quand même la rigueur de l'information, la véracité de l'information, l'honnêteté dans la manière de rendre compte de l'information. Mais il y a aussi un savoir-faire, il y a aussi une manière de le faire. Et d'ailleurs, je pense qu'on parlait de culture qui est maintenant un peu absente de nos journaux, mais notre travail, c'est aussi de faire passer à des gens qui ne seraient pas forcément clients tout de suite, des choses notre travail, et je dirais même notre devoir, c'est de faire en sorte que comment dire ça, comment trouver les mots justes. Mais notre travail, c'est quand même de faire passer l'information, de trouver un moyen, même une information compliquée, même une information qui pourrait paraître butante, il faut trouver un moyen. Et le moyen, c'est quoi? C'est l'histoire, on raconte une histoire, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Et c'est un peu... Moi, ça me fait penser à Albert Cohen, qui écrivait, Solal ou le Mange-Clou, etc. Et puis, il disait à sa femme, mais alors, tu sais pas... Il dictait pratiquement, il écrivait à peine, et il disait, mais tu sais pas ce qui lui est arrivé à Mange-Clou aujourd'hui? Et patati et patata, il racontait l'histoire, et ça fait des livres, parce qu'il raconte une histoire. Et nous, avec l'information, on doit faire pareil, une histoire, en étant honnête, en étant rigoureux, mais raconter des histoires. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un livre pour raconter une histoire? Enfin, tu le sais bien, toi, puisque tu sais ta passion aussi de lire des livres, d'en rendre compte. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir une page blanche et de se lancer en disant, là, comment je vais dire ça? J'ai ça, je porte ce voyage que j'ai fait, ce séjour extraordinaire sur l'île aux cochons, qui m'a bouleversé, dont j'en ressens encore des frissons. J'ai encore la symphonie, la cacophonie symphonique de cette colonie de Manchot, le bruit des vagues qui se brisent sur les plages, les rots monstrueux des éléphants de mer, la majesté des albatros qui s'envolent. Comment en rendre compte?
Et puis après, les histoires dans l'histoire, c'est à partir d'une histoire d'un fait réel. Il y a une histoire que j'aime bien dans le livre Le mystère de l'île aux cochons, c'est qu'il y a eu plein de naufrages. Et on sait pas beaucoup de choses, mais il y a quelques bribes. Et à partir de quelques bribes, moi, j'ai recomposé l'histoire d'une famille avec 8 enfants qui étaient partis d'Angleterre pour aller en Nouvelle-Zélande à la fin du 19e siècle et qui a fait naufrage en face de l'île aux cochons, sur des récifs en face de l'île aux cochons, et qui sont tous morts. Dans le compte-rendu, on a juste leur nom. Monsieur et Madame Goodrich avec leurs 8 enfants. Il y a les noms des 8 enfants et leur âge, simplement. Et à partir de là, moi, je me suis dit, c'est quand même saisissant. C'est des gens qui sont en quête sur le chemin d'une nouvelle vie, qui vont dans un nouveau monde, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, de l'autre côté de la Terre, et qui passent, parce qu'à l'époque, à la fin du 19e siècle, on avait trouvé cette route qui était plus rapide, parce qu'évidemment, il y a des courants, il y a des vents, mais elle est plus rapide, mais elle est beaucoup plus dangereuse. Ils se sont plantés là, ils sont morts là. Et moi, j'avais ces noms, les faits, et puis j'ai réécrit leur histoire, j'ai inventé leur histoire, une histoire, je pense, plausible, crédible, avec la situation. Mais ça m'a aussi transporté. Il y a rien, quelques informations, un nom, une situation, et puis... Et là, j'ai ressenti l'ivresse de la... Enfin, je veux pas paraître prétentieux, mais l'ivresse de la création, c'est-à-dire que quelque chose qui s'invente au fur et à mesure qu'on l'écrit, qui naît même du fait d'écrire, quoi. L'écriture engendre l'histoire et l'histoire appelle l'écriture à se prolonger. Ça se nourrit de manière un peu naturelle et organique comme ça. Ouais, et ça, je l'ai découvert là, plus encore peut-être que pour le précédent livre. Il me semble que je suis dans l'histoire un peu, disons, romancée. Dans l'histoire, je suis allé un peu plus loin et ça m'a... Je me dis, mais est-ce que je vais réussir à trouver une autre histoire un jour à raconter, j'espère. J'en suis sûr. Alors, Michel, on va terminer par la question. La question, j'en suis sûr que tu vas trouver d'autres histoires, parce que tu en portes déjà, je suis sûr, en ce moment. Je vais te poser la question rituelle pour tous les invités du podcast. Le podcast, c'est les gens qui lisent sont plus heureux. Donc, ma question, Michel Izard, est-ce que pour toi, les gens qui lisent sont plus heureux ? Alors, plus heureux, je sais pas, mais heureux. Bon, moi, je lis, mais je suis pas un énorme lecteur. Je vois autour de moi, il y a des gens, mon frère, ma femme, ils lisent, ils dévorent les bouquins. Moi, je suis moins, je suis un lecteur plus parcimonieux, mais je lis. Mais j'ai un problème avec la lecture. J'ai souvent du mal à choisir un livre. Et puis un jour, je suis tombé dans un livre et je n'arrête pas de le relire et je ne peux pas... J'ai du mal à lire d'autres livres. Un jour, je suis tombé dans La recherche du temps perdu. Je l'ai lu, in extenso. Je me souviens, je faisais un reportage à l'époque sur Proust, justement, pour le 13h, la maison de Proust à Combray. Et j'étais sur le point de le finir. Et la dame que j'interviewais me dit, mais... Et je disais, je veux pas le finir parce qu'une fois que je l'aurai fini, je l'aurai fini, c'est fait. Elle me dit, mais non, détrompez-vous, vous verrez. Une fois que vous l'aurez fini, vous recommencerez. Et je suis dans cet état-là, j'ai fini La recherche, le temps perdu, le temps, le dernier mot, le temps, là. Et ce que fait ce mot, et cette dernière paragraphe, c'est de renvoyer au début, et on n'a qu'une envie, c'est de le faire. Et alors maintenant, je l'ai relu, je crois, 2 fois en entier, puis par bribes, le temps retrouvé par-ci, Guermantes par là. Maintenant, je suis à l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais... la semaine prochaine, quand j'aurai fini à l'homme des jeunes filles en fleurs, je crois que je reviendrai du côté de chez Swann. C'est ça. Ok, merci beaucoup Michel. Bientôt. Merci à toi Jérôme. Merci. C'est la fin de cet épisode du podcast Les gens qui lisent sont plus heureux avec Michel Izard. N'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et d'ici là, bonne lecture.